estimant qu'il était en premier lieu de la responsabilité des pays africains de catalyser l'investissement sur le continent. Mais la communauté internationale a elle aussi un rôle très important à jouer, et c'est ce que nous verrons au cours de ce quatrième et dernier chapitre. Nous le verrons en 4 points. Premièrement, la consolidation des liens entre entreprises locales et étrangères. Deuxièmement, l'enrayement de la fuite des capitaux, suivi par le rôle de l'aide publique au développement. Et nous terminerons par l'importance du commerce international. Premièrement, la consolidation des liens entre entreprises locales et étrangères. Commençons tout d'abord par parler des IED, les investissements étrangers directs. Eh bien, il s'agit d'un moyen important pour une économie de compléter son épargne intérieure. Pour chiffrer un petit peu, eh bien, en 2012, l'Afrique a reçu pour 50 milliards de dollars d'IED, soit 3,7% seulement du flux mondial, ce qui est au passage très faible par rapport aux autres continents. Même si ce chiffre est en légère progression, notamment à cause de la forte croissance industrielle de pays comme l'Inde ou comme la Chine, qui a dopé la demande internationale de matières premières et donc stimulé l'investissement dans des activités de prospection et d'exploitation de ressources naturelles en Afrique. Et justement, si l'impact de ces investissements restait très faible, c'est entre autres à cause de la faiblesse des relations entre entreprises locales et entreprises étrangères. Quelles sont donc les mesures que peuvent prendre les gouvernements pour y remédier? Eh bien, tout d'abord, il faudrait renforcer les compétences de la main-d'œuvre locale. Cela va de soi. Parce que une entreprise étrangère qui sera avec une entreprise locale, des liens d'autant plus étroits que la main-d'œuvre sera qualifiée et qu'elle sera apte à absorber la technologie que lui fournira cette dernière-là. Deuxièmement, il faudrait assurer la promotion des facteurs locaux de production. Il faudrait donc adopter des mesures d'incitation économique qui soient ciblées pour encourager justement les entreprises étrangères à recruter de la main-d'œuvre locale et de manière générale à faire appel aux facteurs de production locaux. Ou encore même, comme autre mesure, on peut encourager les entreprises étrangères à créer plus de valeur ajoutée locale, vu que cela peut créer une espèce d'effet d'entraînement pour les entreprises locales en matière de connaissances et même en matière d'investissement. On pourrait par exemple le faire en taxant les exportations ou encore en interdisant même les exportations de matières premières. Vous voulez du cacao? Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour cela, il faut que vous vous engagiez à produire sur place du chocolat de qualité. C'est simple. Mais attention, cela dit, on doit s'assurer, avant de faire toutes ces mesures-là, d'avoir des compétences locales et surtout des infrastructures de qualité. Prenons le cas d'un pays comme l'Éthiopie. Eh bien, avant, l'Éthiopie produisait beaucoup de peau, mais seulement sous la forme brute et sous la forme semi-transformée. Et pourtant, le gros de la chaîne de valeur même se trouve dans la production de cuir de qualité. Donc, en 2002, le pays a décidé de promouvoir ce secteur-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? La première a été de taxer à 150% les exportations. Et ce que je disais, ensuite, ils ont décidé d'apporter un soutien aux exportateurs en créant des zones industrielles. Donc ils vous disent, vous n'exportez plus, ou alors vous exportez très cher. Mais en revanche, ce qu'on fait, c'est que nous vous fournissons des zones industrielles pour pouvoir transformer sur place les peaux brutes. Et ensuite, ils ont mis en place tout un système, des programmes de formation de la main-d'œuvre locale. Et c'est tout à fait logique, tout à fait logiquement qu'aujourd'hui, l'Éthiopie se trouve parmi les plus grands exportateurs de cuir dans le monde. Donc, comme troisième mesure, on pourrait penser à la favorisation de la création de co-entreprises locales et étrangères. Parce que, bien évidemment, l'investissement est forcément beaucoup plus élevé s'il conduit à la création d'une co-entreprise plutôt qu'à l'implantation d'une simple filiale étrangère. Un pays qui est, par exemple, riche en ressources naturelles pourrait en conditionner l'exploitation à la création de co-entreprises ou encore au développement
d'infrastructures locales. Vous voulez notre aluminium? Ok, il n'y a pas de souci. Mais la condition, c'est que nous créons ensemble une co-entreprise pour l'exploiter et que vous créez aussi au passage l'implantation de 2 ou 3 ponts hydroélectriques qui vont permettre l'exploitation de l'aluminium et qui vont éventuellement alimenter une ou deux villes voisines. Quatrième point, essayer de mener une politique d'IED, d'investissement étranger direct, qui soit favorable à l'entrepreneuriat local. Sur ce point-là aussi, on observe une politique qui est complètement incohérente, complètement aberrante, puisque on offre toujours de nombreux avantages aux investisseurs étrangers et malheureusement très peu aux investisseurs locaux. Et par ailleurs, en dehors même du thème locaux étrangers, il faudrait penser également à rééquilibrer l'intra-sectoriel. Parce que ce qu'on souhaite, c'est clairement mettre nos œufs dans différents paniers. C'est diversifier autant que faire se peut l'activité, car c'est fondamental pour l'investissement, pour une croissance stable. Il est donc aberrant de vouloir en même temps développer par exemple le secteur manufacturier, mais de le taxer encore plus que le secteur minier. Cela n'a absolument aucun sens. Et donc terminons en disant que les mesures d'incitation doivent être prises, certes, mais seulement pour attirer des investisseurs dans les secteurs qui autrement ne le feraient pas. Si on a, je ne sais pas moi, par exemple, de l'aluminium, du cuivre qui intéresse les investisseurs, eh bien on ne peut pas continuer d'accorder des mesures avantageuses pour ces secteurs-là. On doit plutôt orienter les investisseurs dans d'autres secteurs qui autrement ne les attireraient pas. À titre de comparaison plutôt imagée, quand vous avez une boutique avec en stock un produit, pour le même produit, une partie du stock qui périme dans une semaine et une autre qui périme dans un mois, eh bien vous décidez d'appliquer des réductions, non pas au stock qui périme dans un mois, mais au stock qui périme dans une semaine. Ça me semble logique. Ensuite, le deuxième grand point, c'est l'enrayement de la fuite des capitaux qui est clairement un fléau en Afrique. Disons-le comme ça, un fléau. Puisque, pour chiffrer un petit peu, on estime qu'entre 2000 et 2008, la sortie de capitaux non déclarés a été en moyenne de 50 milliards de dollars par an. 50 milliards de dollars par an de sortie de capitaux non déclarés. C'est incroyable, inconcevable. C'est encore plus que ce que l'Afrique a reçu en 2012 en aide publique au développement. Deuxième chiffre, en 40 ans, soit entre 70 et 2010, il y a 33 pays d'Afrique subsaharienne qui ont perdu 814 milliards de dollars. 814 milliards de dollars. C'est encore plus que ce qu'ils ont reçu dans la même période en IED et en APD, en investissement étranger direct et en aide publique au développement. Rendez-vous compte. Si on prend des pays comme l'Angola ou comme le Burundi, on pourrait carrément doubler l'investissement si on réussissait à enrayer ce phénomène-là. Doubler l'investissement. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène, un fléau, qui s'explique largement par l'instabilité politique, par l'instabilité macroéconomique, par les risques élevés, par la corruption, et j'en passe chez des meilleurs. Mais comme le montrent les chiffres que nous venons de citer, on doit à tout prix résorber ce phénomène-là. On doit améliorer pour cela les moyens de contrôle des revenus des entreprises et bien entendu, on doit renforcer la coopération internationale. Et pour terminer, les chiffres indiquent que l'argent qui sort de manière illégale de l'Afrique provient à plus de 50% du secteur extractif. Donc pour revenir à ce qu'on disait, continuer d'accorder des avantages aux entreprises de ce secteur-là, c'est carrément se tirer une balle dans chaque pied. Le prochain point que nous allons voir maintenant, c'est le rôle de l'aide publique au développement. Commençons par donner quelques chiffres. Eh bien, l'Afrique a reçu 46 milliards d'aides en 2012, comme on le disait dans le point précédent, ce qui représente 36% de l'aide totale. Eh bien, comme toute aide, elle a ses avantages et elle a ses inconvénients, ou du moins inconvénients à long terme.
Et justement, des études empiriques montrent un effet plutôt mitigé sur les effets de l'aide en Afrique. Certaines études montrent effectivement une hausse de la corruption, d'autres encore montrent une hausse de la consommation qui n'est pas forcément suivie par une hausse de l'investissement. D'autres en revanche disent que lorsque les conditions sont réunies, eh bien l'aide peut être très bénéfique. Alors que devrait-on faire? Eh bien on devrait utiliser l'aide pour stimuler l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on utilise l'aide pour pallier au manque d'épargne. Par exemple, pour rembourser la dette. On ne peut pas utiliser l'aide que nos créanciers nous donnent pour rembourser la dette. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est prendre du poisson plutôt que de demander qu'on nous apprenne à pêcher, comme dit le proverbe chinois ou japonais, je ne sais plus. Ce qu'on pourrait faire également, c'est plutôt réorienter cette aide-là et s'en servir comme, par exemple, fonds de garantie pour les banques, ce qui permettrait d'atténuer les risques et, in fine, de réduire les coûts du crédit. Pardonnez-moi. On pourrait également s'en servir pour renforcer les capacités humaines liées à la production. Je pense par exemple à la formation. On pourrait renforcer la capacité des offres des PME et des micro-entreprises avec cette aide-là. On pourrait pour finir demander de l'assistance technique à nos donateurs qui pourraient par exemple aider les banques dans l'évaluation de projets à long terme, dans l'analyse des risques et j'en passe et des meilleurs. Terminons avec le dernier point, l'importance du commerce international. Là, il est question tout simplement d'accéder à un marché qui soit plus étendu et ainsi de renforcer la compétitivité et de stimuler, in fine, l'investissement. Et donc, comment est-ce qu'on y parvient? Alors, premièrement, tout d'abord, il faudrait améliorer l'accès aux marchés internationaux. Parce qu'il existe effectivement tout un tas de restrictions, tout un tas de mesures qui sont protectionnistes et injustes et qui limitent les débouchés des pays africains à l'exportation. Et qui, malheureusement, naturellement, découragent l'investissement, surtout quand le marché local est minuscule et tout petit. Les exportations agricoles, par exemple, elles se heurtent à de nombreux obstacles contre lesquels nous devrions faire pression, tout en n'oubliant pas d'améliorer nos capacités productives, parce que sinon ça ne sert absolument à rien. Deuxièmement, nous devrions entamer la réduction des coûts commerciaux. Prenons par exemple les procédures douanières. Elles sont complètement bizarres, je ne trouve pas d'autre mot, bizarres. Elles sont coûteuses, elles sont pénibles, et on a du mal à déterminer exactement à quelle logique est-ce qu'elles obéissent. Aujourd'hui, elles seront de 30% sur un produit, demain de 50%, après-demain de 35%, enfin bref, il n'y a absolument aucune logique. En plus de cela, on devrait faciliter les échanges commerciaux avec d'autres pays. Et bien entendu, renforcer les capacités d'exportation des petits pays pour ne pas que cela serve, pour ne pas que cela ne serve qu'aux gros prédateurs et que cela ne déséquilibre pas fortement la balance commerciale des petits pays. Et enfin, là encore, eh bien, la communauté internationale pourrait fournir l'appui technique, l'appui financier pour la mise en place de ces différentes mesures-là. Donc, voilà pour résumer, à l'échelle internationale, les points que nous avons retenus, c'est la consolidation des liens entre entreprises locales et étrangères, l'enrayement de la fuite des capitaux, le rôle important de l'aide publique au développement et le commerce international. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. J'espère que cela aura appris ne serait-ce qu'une seule chose à une seule personne. Ce serait déjà pour moi un gros satisfait. Et eh bien, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à des personnes que vous estimez potentiellement intéressées par la vidéo. Parce que moi-même, j'ai horreur quand me spam avec des vidéos ou des annonces de tel artiste ou de telle soirée. Donc, je ne souhaiterais pas être moi-même la source de spamming. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces différentes vidéos. Et je vous dis éventuellement à très bientôt.